Récemment, il a souvent été répété que l'armée allemande, pendant la Seconde Guerre mondiale, était motivée par la consommation de drogue. Que les drogues, notamment une amphétamine appelée pervitine, auraient transformé les soldats allemands en super soldats. Autrement dit, que le succès et la résistance du soldat allemand pendant la Seconde Guerre mondiale seraient sans fait dus à l'utilisation massive de drogue. Est-ce que cela est vrai? Aujourd'hui, nous allons découvrir qu'en réalité, les Alliés étaient bien plus dépendants des drogues que les Allemands eux-mêmes. Avant de commencer cette vidéo, je vais te recommander mon livre, qui est déjà publié et en vente. As-tu vu l'atome comme une arme? L'atome comme arme raconte l'histoire du projet Manhattan, qui a développé les bombes atomiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis quelques années, Internet, surtout YouTube, est envahi par des vidéos attribuant le succès du soldat allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Au pervitin, une variante de l'amphétamine, n'est-ce pas? En réalité, une forme commerciale d'amphétamine qui était utilisée ainsi en Allemagne pendant les années d'avant-guerre, particulièrement parmi la population civile. Et bien que l'utilisation du pervitin par l'armée allemande ait été largement répandue, surtout pendant les premiers mois de la guerre. Et quand je dis cela, je veux dire que l'utilisation du pervitin a atteint son apogée entre les mois d'avril et juillet 1940, c'est-à-dire pendant la bataille de France. L'utilisation de cette drogue a ensuite décliné au sein de l'armée allemande, particulièrement à partir de 1942, lorsque le gouvernement du Troisième Reich en a officiellement restreint l'utilisation en raison de son fort potentiel addictif. Mais la rumeur s'était déjà répandue et d'ailleurs cela a même donné lieu à des films, n'est-ce pas? Ce court-métrage de 2024 Pervitin, sous-titré La guerre, est une pilule amère à avaler. Il y a aussi le nouveau film Der Tiger du studio Amazon, pas seulement ce court-métrage assez obscur. Là-bas en Allemagne aussi dans son intrigue, ces soldats seraient alimentés par la méthamphétamine de l'Allemagne nazie. Parfait. J'utilise donc cet article comme source. Sciences médicales et militaires, l'utilisation des amphétamines par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Publié en 2011 par le professeur Nikolaus Rasmussen. Nikolaus Rasmussen est un historien américain qui travaille actuellement à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Et il a une ligne de recherche assez large sur l'utilisation de substances toxiques, addictives, sur la consommation de drogue. Comment l'usage des drogues s'est-il développé au cours de l'histoire humaine? Et en 2011, il a publié cet article qui reste encore assez obscur aujourd'hui, disséquant l'utilisation des amphétamines par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier par les Anglais et les Américains, bien que celle-ci soit la version la plus célèbre de la drogue que nous connaissons. Le pervitin, qui a été développé et vendu dans l'Allemagne nazie, est utilisé en grande quantité par les troupes. En 1940, cette autre version, ici beaucoup moins connue, a été beaucoup plus utilisée. Ceci est le sulfate de benzédrine, en d'autres termes, de l'amphétamine, qui a été développé et également vendu aux États-Unis pendant les années 30. Pour commencer à comprendre l'histoire, l'amphétamine a été créée en 1929 initialement comme médicament contre l'asthme. Mais en 1932, ce laboratoire ici, SmithKline French, a obtenu le brevet de la substance et a commencé à la vendre sur le marché sous forme de comprimés de sulfate de benzédrine. Au milieu des années 30, le sulfate de benzédrine était prescrit pour pratiquement tout, des crampes menstruelles jusqu'à l'énurésie nocturne. Mais un usage très répandu et très prescrit de ce médicament était de lutter contre la dépression. Regarde bien cette publicité de 1945 sponsorisée par le laboratoire SKF, le propriétaire de la benzédrine. Tu vois, là derrière, il y a un homme avec un visage déprimé, complètement triste. Mais comme s'il n'était qu'une ombre de la personne qu'il devient ensuite, une personne heureuse, une personne confiante. Donc le médicament l'aurait rendu beaucoup plus sain, beaucoup plus heureux, beaucoup plus productif. Et regarde ce qui est écrit ici dans la publicité.
Ce n'est que lors de la dernière décennie qu'une arme thérapeutique a été mise à disposition, le sulfate de benzédrine, capable de soulager la dépression, de surmonter la fatigue chronique et de briser le cercle vicieux de l'anédonie, qui est l'incapacité à ressentir du plaisir. Mais malgré cette offensive publicitaire visant à vendre le médicament à un public très large, des études médicales datant déjà des années 30 ont montré que l'amphétamine soulageait effectivement la dépression, mais qu'elle aggravait les cas d'anxiété. Les affirmations de l'industrie qui vendait l'idée que la drogue augmentait l'intelligence de l'individu avaient déjà été contredites à l'époque par le neurologue américain Abraham Mearson, qui a publié une étude affirmant que l'amphétamine n'augmente pas l'intelligence de l'individu, mais qu'elle accroît sa confiance et aussi son initiative. En 1941, lorsque l'armée des États-Unis se préparait déjà à une possible implication dans la Seconde Guerre mondiale. Ce problème a alors commencé à faire partie des discussions au plus haut niveau. Ceci était le shell shock, un problème psychiatrique qui affectait de nombreux soldats. Déjà pendant la Première Guerre mondiale, en 1941, le terme shell shock commençait à être remplacé par névrose de guerre. Et il était cliniquement décrit comme un dommage à l'organisation mentale du soldat, qui se trouvait incapable d'échapper à une situation menaçante. Les généraux savaient que les pertes dues à la fatigue au combat seraient probablement très nombreuses. Et les médecins de l'armée ont indiqué que l'adrénaline était une substance qui pouvait empêcher le soldat de s'effondrer nerveusement lorsqu'il se trouvait en danger. Mais si l'adrénaline aide réellement le corps à surmonter les difficultés à court terme, à long terme, elle finit par causer diverses séquelles à l'organisme. Et la compréhension médicale de l'époque était que la fatigue au combat était justement liée à la fatigue physique du corps, due à une décharge d'adrénaline particulièrement prolongée. Donc justement pour combattre la fatigue physique, ils ont commencé à prescrire des amphétamines. Rappelons que l'usage fréquent d'amphétamines par les sportifs dans les années 30 avait déjà révélé le potentiel addictif de cette drogue dès le début des années 40. Mais en temps de guerre, l'état-major a décidé d'ignorer ces indices. Parce qu'à l'époque, de nombreux mythes circulaient également, affirmant que le succès militaire allemand en 1940 était précisément dû à l'utilisation du pervitin, l'amphétamine allemande. Et un exemple tout à fait révélateur de cela serait justement l'utilisation du pervitin par les pilotes de Stuka, qui supporteraient alors beaucoup plus facilement les forces G extrêmement intenses auxquelles ils étaient soumis pendant. Et c'est là qu'entre en scène ce médecin britannique, ici mis en évidence par la Flèche Rouge, le docteur Roland Winfield, un médecin de la Royal Air Force. La Royal Air Force Winfield a décidé d'étudier les effets de l'amphétamine sur le comportement des équipages de la Royal Air Force lors de missions de longue durée. Il a donc commencé à voler en tant qu'observateur lors de plusieurs missions de patrouille anti-sous-marine à bord d'hydravions Sutherland, des missions qui duraient plus de 12 heures, en observant comment les pilotes sous l'effet de drogue se comportaient par rapport aux pilotes non drogués. Winfield a observé que l'amphétamine provoquait un effet évident de bien-être apparent, poussant le soldat à sourire davantage et à avoir plus d'énergie pour accomplir ses tâches. Peu de temps après, Winfield a également embarqué à bord de bombardiers quadrimoteurs du commandement de bombardement de la Royal Air Force qui effectuaient des missions à partir de là. Il a vu le potentiel de l'amphétamine être poussé à son paroxysme. Winfield décrit comment, lors d'une certaine mission de bombardement, le ciel au-dessus de la cible était couvert, et la plupart des équipages ont simplement largué leurs bombes depuis les nuages, sans voir la cible au sol. Mais un équipage qui était sous l'effet des amphétamines a simplement plongé sous les nuages et s'est exposé à tout le feu anti-aérien allemand, sous prétexte de mener la mission à bien à tout prix. Lors d'une autre mission, aux alentours de Paris, il a vu un équipage de Lancaster descendre à moins de 50 mètres d'altitude pour tirer et détruire une garnison de canons anti-aériens allemands de 88 mm
Alors, au final, après toutes ces observations, Roland Winfield a recommandé le campement, l'utilisation d'amphétamines pour tous les équipages britanniques en combat en première ligne, acceptant la recommandation de Winfield. La Royal Air Force, donc, en 1942, a fait d'immenses achats d'amphétamines pour les distribuer à ses aviateurs. Et l'instruction émise à la fin de cette année-là était que chaque membre d'équipage devait prendre 2 comprimés de 5 Meilles, soit un total de 10 mg avant de partir en mission. Instruction. Bernard Montgomery, ici à droite sur la photo, était aussi un grand partisan de l'utilisation des amphétamines par les troupes. Il appelait les amphétamines la drogue de la confiance contre la peur que ses troupes avaient d'Irving Rommel. Pour prouver l'efficacité de l'amphétamine, Montgomery a effectué 2 tests. Il a mis 2 bataillons en marche, l'un utilisant des drogues et l'autre sans drogue, concluant que le bataillon qui avait utilisé les drogues est arrivé plus rapidement à la ligne d'arrivée. Et lors du 2e test, il a utilisé 2 groupes de combat dans des conditions exténuantes. 56 heures d'échange de tirs, de montage et de démontage de mitrailleuses, de construction de tranchées, pour finir par une marche de 10 km. Il a constaté que la troupe, sous l'effet des amphétamines, était arrivée 11 minutes avant l'autre, qui n'avait pas pris de drogue, se rendant compte de l'effet de la drogue. Après ces tests, Montgomery a distribué massivement des amphétamines à ses troupes en Égypte. Et pendant la bataille d'El Alamein, l'utilisation d'amphétamines par les soldats britanniques lors de l'attaque était généralisée. Et sachant cela, aujourd'hui, je dois avouer que je comprends un peu mieux comment ces soldats britanniques ont affronté ces attaques contre les champs de mines immenses que l'Africa Corps avait placés devant El Alamein. Et en comparaison avec la recommandation médicale de la Royal Air Force qui avait indiqué la consommation de 10 mg par membre d'équipage avant les missions à El Alamein, le commandement du Moyen-Orient de l'armée britannique a recommandé la consommation de 20 mg par soldat. Avant l'attaque, la facture de l'abus de ces substances par les soldats allait encore arriver pour beaucoup d'entre eux. Mais à l'époque, leurs gouvernements ont simplement choisi de ne pas écouter les indications que cela se produirait clairement. De la même manière, on peut aussi percevoir des signes clairs de quelque chose qui pourrait nous nuire à l'avenir, comme le manque de soins apportés à nos investissements. Regarde, jette un œil au graphique pour voir comment il a pris de la valeur depuis lors. Au cours de la dernière décennie, le Bitcoin a augmenté en moyenne d'environ 70% par an. Pendant ce temps, notre réal, sur la même période, a perdu 50% de sa capitalisation, pouvoir d'achat par rapport au dollar. Et regardez, si vous suivez les actualités quotidiennes du Bitcoin, vous verrez qu'un jour il monte, le lendemain il descend. Et c'est tout à fait normal pour un actif à revenu variable. Mais l'important, c'est que si vous regardez le graphique à long terme, vous verrez que sa tendance, en effet, est vraiment de continuer à monter. Et maintenant, en déplaçant notre histoire vers les États-Unis, nous devons mettre en avant la personnalité de ce médecin ici, le docteur André Ivé, considéré dans les années 40 comme l'une des plus grandes autorités médicales du pays. Et en 1941, il a mené une batterie de tests sur l'efficacité des amphétamines dans la conduite professionnelle de la vie des soldats. Cette batterie de tests, menée par Ivey, a impliqué des soldats au sol ainsi que des équipages aériens. Et à plusieurs reprises, les résultats de tous ces tests étaient non concluants. Puis, mystérieusement, en juillet 1942, alors que les États-Unis étaient déjà en guerre, le docteur Ivey a publié un rapport final sur le potentiel des amphétamines pour un usage militaire. Et dans ce rapport, Ivey a recommandé l'utilisation généralisée de la benzédrine pour tous les soldats, affirmant qu'elle augmente la confiance et remonte le moral et disant « augmente ». Face à la privation de sommeil et à la fatigue, il a également établi que le soldat qui utilise la benzédrine ignore la douleur et garde le moral élevé. Il est curieux de voir l'utilisation médicale du terme « moral », qui est avant tout un terme militaire, précisément à une époque où le pays se préparait à devenir la plus grande puissance mondiale et le principal fournisseur d'armes et de troupes pour le monde entier. Mais même le rapport d'Ivey en juillet 1942
marque un changement assez brusque dans son comportement. Les forces armées américaines avaient déjà réalisé leurs propres tests internes et avaient déjà décidé d'acheter de la benzédrine pour l'utiliser auprès des soldats. Et en janvier 1943, elle a passé une commande gigantesque au laboratoire SKF. Les historiens s'accordent aujourd'hui à dire que le moment le plus important de l'histoire s'est produit en 1942, lorsque le vice-président du laboratoire SKF, Francis Boyer, a lancé un lobbying très intense. Avec ce type ici, le vice-secrétaire à la guerre des États-Unis, John McCloy, Boyer a écrit à McCloy de manière très insistante, recommandant de la rapidité au sous-secrétaire, en disant que les Britanniques utilisaient déjà des amphétamines depuis longtemps et que les États-Unis ne pouvaient pas rester à la traîne face à cette pression de l'industrie. McCloy commande alors des études internes, qui doivent être réalisées par le bureau du chirurgien en chef de l'armée des États-Unis sur l'efficacité du médicament, études qui reviennent avec des résultats non concluants. Mais malgré cela, en septembre 1942, les laboratoires SKF écrivent à nouveau au sous-secrétaire McCloy pour le remercier de l'importante commande de benzédrine. Février 1943, l'armée commence alors à distribuer des kits contenant 6 comprimés de 5 mg de sulfate de benzédrine à tous les soldats. Et le commandement à Washington informe le général Eisenhower en Europe et le général MacArthur dans le Pacifique qu'ils vont commencer la distribution de seulement 100 000 kits par mois jusqu'à ce que la production nationale prenne de l'ampleur dans les mois suivants. Eisenhower répond alors à cette notification en demandant la quantité de 500 000 kits mensuels au second semestre de 1943. Toutes les troupes américaines, aussi bien en Angleterre que dans la Méditerranée, font déjà un usage assez large de la benzédrine. Et d'ailleurs, elle est également distribuée aux équipages de vol. Ceci, c'est un inhalateur de benzédrine à utiliser à nouveau en vol. Sachant cela, maintenant, cette scène de la mini-série Masters of the Air me revient en tête. Lors de la mission de Schweinfurt et Gainsbourg, où Bucky maintient l'avion en mission, même avec tout l'équipage blessé par des éclats d'obus de la défense contre avion, mais au bout du compte, il veut juste accomplir la mission. Nous n'avons pas de preuve que l'amphétamine soit impliquée dans l'affaire, mais enfin le soupçon demeure, et c'est un soupçon qui ne fait que prendre de l'ampleur. Parce que un rapport de l'armée de l'air de 1944 montrait déjà que, statistiquement, les troupes utilisaient la benzédrine à une dose bien supérieure à celle recommandée. Et ils utilisaient aussi, selon le même rapport, la drogue à des fins récréatives, en dehors de l'usage en service. La benzédrine a également été introduite pour les fusiliers marins au second semestre de 1943, et ils en faisaient déjà un large usage. Lors de l'invasion de l'île de Tarawa en novembre de cette année-là, un combat extrêmement féroce qui a duré 4 jours a causé des milliers de pertes et a anéanti toute la résistance japonaise sur le petit atoll. Un rapport du commandement du corps des fusiliers marins a utilisé les termes suivants. La drogue transforme les soldats en démons sur le champ de bataille. Le résultat fut que, durant la dernière année de la guerre, l'utilisation de la benzédrine en première ligne, tant par les soldats américains que britanniques, était extrêmement répandue. Et même les troupes qui ont pris d'assaut les plages de Normandie le jour J ont largement utilisé des amphétamines. Pendant ce temps, des tests avec la drogue continuaient d'être effectués aux États-Unis. Et les généraux sont arrivés à la conclusion qu'elle augmentait réellement le moral des troupes. En même temps, elle ne diminuait pas leur capacité cognitive concernant la précision du tir. Tant que ce genre de situation se répétait, on continuait à fermer les yeux. Quant à l'utilisation abusive de la substance, bien que plusieurs études internes aient montré de façon non concluante l'efficacité du médicament. Il n'y a eu aucune réaction de la part des médecins militaires américains, aucun type de protestation concernant l'utilisation de la substance pendant le conflit. Et la benzédrine a continué à être produite et achetée en grande quantité jusqu'en mai 1945, lorsque les contrats ont alors été résiliés. Cependant, en 1950, avec le début de la guerre de Corée,
l'armée américaine a de nouveau commencé à acheter et à distribuer de la benzédrine. En contraste frappant avec la politique intérieure de l'Allemagne qui, comme je l'ai déjà dit, en 1943 a officiellement restreint la distribution de pervitin aux troupes. En première ligne, même si l'usage était resté limité, la politique alliée sur la benzédrine est restée assez large jusqu'à la fin de la guerre. Comme le montre cette annonce d'octobre 1944 où l'on peut lire « Pour les hommes au combat, lorsque la lutte devient difficile, pour sauver la vie des hommes au combat, grâce au maintien de leur efficacité mentale. Pour surmonter les symptômes de la fatigue, utilisez les comprimés de sulfate de benzédrine qui sont disponibles à la consommation pour les forces armées. Les comprimés sont recommandés pour une utilisation au combat sous stricte prescription médicale et ne doivent être utilisés que lors de situations de combat prolongées ou intenses. Sans la possibilité d'un repos normal, ils sont anticipés. Bien qu'il s'agisse clairement d'une utilisation tactique, plutôt que thérapeutique, du sulfate de benzédrine. Nous pensons que le médecin sera intéressé d'apprendre que ce médicament, bien connu et établi cliniquement, possède une application militaire aussi particulière. Les commissions médicales américaines n'ont réellement commencé à prêter attention aux rapports qui contredisaient ce genre de scénario qu'en 1945, soulignant que les erreurs des soldats au combat n'étaient pas causées par la fatigue mais par l'anxiété, un symptôme qui était manifestement amplifié par l'utilisation des amphétamines. Et aujourd'hui, la littérature médicale s'appuie sur les nombreux mémoires de soldats américains de 1945, où sont rapportés de nombreux, très nombreux récits de frénésie de violence. Par ces soldats qui tuaient de façon indiscriminée, mais qui affichaient aussi un regard hébété, complètement confus, lorsqu'ils se trouvaient à l'arrière. Ces mêmes rapports de 1945 confirmaient également déjà les premiers cas de dépendance à l'amphétamine, un facteur qui allait également se répandre dans la vie de nombreux de ces militaires après la guerre. Et je vais conclure cette explication d'aujourd'hui ici pour vous, je vais conclure avec les propres mots du professeur Rasmussen dans la conclusion de son article scientifique « Restez avec moi ». L'opinion scientifique principale a toujours été que l'amphétamine n'était pas recommandée pour un usage militaire, en l'absence de preuves objectives de sa supériorité sur la caféine en raison de son potentiel addictif et de ses effets secondaires. Mais la science a fini par capituler face à une décision manifestement prise par les militaires, et les intérêts économiques ainsi que les preuves le suggèrent à une intervention politique directe. Comme toutes les guerres, celle-ci n'appartenait pas aux scientifiques, mais aux généraux politiques. Et, en Amérique plus qu'ailleurs, aux hommes d'affaires. Dis-moi toi, connaissais-tu déjà cet usage assez répandu de la benzédrine par les troupes alliées pendant la Seconde Guerre mondiale? Dis-le nous dans les commentaires. Avant de nous quitter, je vais encore te rappeler que l'atome comme arme est en promotion, profites-en. Le tien aussi avant que la vente Amazon ne commence à un prix un peu plus haut, non? Alors clique sur le lien dans la description ou scanne ce QR code qui est ici et assure-toi d'obtenir ton exemplaire. Pour que tu puisses en apprendre davantage sur ce chapitre très important qui a marqué la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a exactement 80 ans. Si tu as aimé cette vidéo, alors partage-la avec tes amis, mais mets-nous aussi un pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner à la salle de guerre pour ne rien manquer. Comme toujours, je vais m'arrêter ici. Je te remercie encore une fois pour ton attention et une grosse accolade de la salle de guerre.